Restaurer l'estime de soi. Toi, comme tout être dans tout l'univers, mérite ton amour et ton affection. Bouddha. L'estime de soi a pour étymologie le verbe latin aestimar, déterminer une valeur, et avoir une opinion favorable sur. Elle s'appuie sur l'idée qu'on a de soi, la valeur qu'on se donne, mais aussi sur l'idéal de soi, ce qu'on rêve de devenir sur le plan de l'être, et la confiance en soi, en ses capacités. Se sentir important à ses yeux, s'attribuer de la valeur, c'est avant tout savoir qui l'on est, avec ses plus, ses ressources et ses moins, ses limites. Savoir qu'on peut compter sur soi, s'apprécier et se respecter, avec la certitude de pouvoir continuer à se perfectionner et évoluer. C'est le socle narcissique, déjà évoqué antérieurement, dont la construction se fait au cours de l'enfance, de l'adolescence et finalement tout au long de la vie, malgré les inéluctables vicissitudes. Apprendre à se connaître. Je ne sais même pas qui je suis vraiment. J'y pense, me pose des questions, mais aucune réponse ne me parvient. Kong, poème. Pour entretenir de bonnes relations avec soi et s'aimer, il faut d'abord se connaître. Comment aimer un plat auquel je n'ai jamais goûté ? Comment aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas ? Découvrir qui l'on est en profondeur est essentiel. Découvrir ses croyances et les modifier. Ce qui nous empêche de changer, ce ne sont pas seulement nos doutes, mais bien plus souvent nos certitudes. Sénèque. Je ne suis pas digne d'être aimé. Personne ne pourra m'apporter ce que mes parents ne m'ont pas donné. Personne ne peut comprendre ma souffrance. Le passé conditionne toute la vie. Je n'arrêterai jamais de souffrir. Si ma mère m'a abandonnée, c'est que je n'avais pas le droit d'exister. La vie ne fait pas de cadeaux. Je suis fragile, c'est comme ça. Il vaut mieux rester seul, au moins personne ne vous rejette. Mes parents n'ont pas su m'aimer, qui le saura ? Aucun lien ne dure. Si je valais quelque chose, je le saurais. Il faut se méfier des gens trop gentils. Un jour ou l'autre, ils finissent par vous tourner le dos. S'attacher est dangereux. On me reproche mes colères, mais on fait tout pour les provoquer. À quoi bon vivre ? Ma vie n'a aucun sens, etc., etc. Depuis la toute petite enfance, les humains interprètent leur environnement et construisent des croyances. L'entourage transmet aussi les siennes, des certitudes, pour donner un sens à ce qu'ils vivent. Les croyances conditionnent les pensées, puis les émotions et enfin les comportements qui viennent confirmer ces certitudes et donc les renforcer. Par définition, les croyances sont des décisions générales, des conclusions, jamais prouvées ni fondées sur la logique, qu'on tire à partir d'événements. Ce ne sont pas des faits, mais des interprétations de faits. Elles concernent tous les domaines de la vie, soi, les autres, les relations, etc. Celles sur soi, notre identité, notre propre valeur ou non-valeur, je suis, je ne suis pas, ayant le plus d'impact sur le psychisme. Les plus limitantes, les voies sans issue, sont avant tout fondées sur les peurs et ne permettent pas le changement. C'est pourquoi le travail sur les croyances est indispensable au cours d'une thérapie. Les croyances des abandonnés génèrent des spirales négatives. Le thérapeute propose à ses patients de les remettre en question, avant de modifier celles qui entretiennent les émotions douloureuses et les comportements inappropriés, car elles constituent la colonne vertébrale de toute personnalité. L'objectif est d'en enlever l'aspect fataliste. C'est comme ça et pas autrement, je le sais, et d'en installer d'autres, aidantes, pour faire progresser l'estime de soi. Car la résolution des problèmes ne peut être intégrée de façon définitive si certaines croyances ne sont pas reconsidérées. Des protocoles permettent de modifier les croyances. Une croyance s'exprimant sous la forme de l'équation X prouve Y, par exemple j'ai abandonné, donc je ne mérite pas d'être aimé, ou j'ai été abandonné, donc je ne pourrai pas vivre une relation durable. Le thérapeute suggère des interprétations différentes aussi sensées, car X peut prouver bien d'autres choses. Les lettres de l'alphabet sont nombreuses. Ainsi, il est possible de suggérer. Si votre mère vous a confié à d'autres personnes à votre naissance, c'est parce qu'elle ne pouvait pas s'occuper de vous, elle en a sûrement été désespérée. Ou c'est parce qu'elle vous aimait tant qu'elle voulait que vous soyez adopté par une bonne famille qui saurait mieux qu'elle s'occuper de vous, mieux qu'elle et vous aimer. Ou alors, c'est parce que vous auriez été en danger si elle vous avait gardé avec elle. Elle a préféré vous protéger. Transformer une certitude en simple hypothèse est réconfortant pour l'abandonné qui peut réfléchir sur son interprétation. Prenons un autre exemple. Si vous avez été en pension très jeune, cela peut être parce que votre mère ou votre père était dépressif et le climat familial était trop nocif pour vous, ou parce que c'était la meilleure école et que vos parents ne désiraient que votre bien.
Il est aussi possible pour modifier une interprétation de considérer certaines situations sous un autre angle. Ce sont les recadrages. Prenons l'exemple de cet homme qui a la croyance que son épouse ne l'aime pas, car elle le contredit souvent. Si elle était une bonne épouse, elle devrait toujours être d'accord avec moi. Les croyances sont des généralisations fondées sur une illusion. Le thérapeute peut suggérer: il est possible que vous ne soyez pas d'accord sur de nombreux sujets, ce qui prouve simplement qu'elle a d'autres idées que vous, ce qui ne veut absolument pas dire qu'elle ne vous aime pas. Une bonne épouse ne doit donc pas avoir d'idées personnelles? Qui pensez ainsi dans votre famille? Pensez-vous que vous pouvez avoir une discussion intéressante avec quelqu'un qui pense toujours comme vous? Qui n'apporte pas son éclairage et ses connaissances? À la croyance, c'est à cause de moi que mes parents ont divorcé, le thérapeute peut suggérer: croyez-vous réellement que sans vous, ils seraient restés ensemble? Changer des interprétations remet les croyances en question. Un grand pas pour accroître l'estime de soi. Comme le disait Jacques Prévert, il avait une idée fixe et s'étonnait de ne pas avancer. Élisabeth. Quand Élisabeth a compris qu'elle n'était ni coupable ni responsable de l'agressivité de Joseph, son visage a changé d'expression. Elle a souri, apaisée. Pour la première fois de sa vie, elle a arrêté de douter d'elle-même systématiquement. Elle m'a demandé: j'ai le droit de dire ce que je pense même si je le contredis? Nous en avons souri. Elle était devant une évidence, rassurée. Elle a malgré tout insisté. Même si je sais qu'il a beaucoup souffert étant enfant? C'est elle qui a répondu à cette question. Oui, il a souffert, mais il a été longtemps en thérapie, il ne devrait plus réagir comme ça, il a encore du chemin à faire. Sa croyance « je suis responsable de l'humeur de Joseph » associée à la règle « je ne dois rien faire pour le contrarier » est tombée, transformée en une permission indispensable à tout être humain. J'ai le droit de penser par moi-même et de l'exprimer, même si Joseph ou quiconque n'est pas d'accord. Tout en sachant qu'on peut tout dire à quelqu'un, tout dépend de la façon dont on l'exprime, c'est-à-dire sans agressivité et sans jugement. Découvrir ses valeurs et en tenir compte. Nos valeurs sont contenues dans nos systèmes de croyances. Découvrir ses valeurs, ce qui compte beaucoup pour soi, qui contribue à notre bonheur, et ses antivaleurs, ce qu'on cherche à éviter pour pouvoir se regarder dans une glace, est très efficace pour arrêter de se sentir vide, sensation si forte chez les abandonnés, et modifier ses comportements en les adaptant à ce qu'on est vraiment. Faire la liste de ses valeurs, les 12 plus importantes. Faire la liste de ses antivaleurs, les 12 plus importantes. Les hiérarchiser, donner à chacune un ordre d'importance de 1 à 12. Analyser la façon dont on satisfait les premières. Analyser la façon dont on s'éloigne des secondes. Cette recherche remplit l'abandonné d'une connaissance de soi nouvelle pour s'apprécier avec de bonnes raisons. Il ne peut plus se sentir vide. Fanny. Vous vous souvenez de Fanny qui portait tout, dit-elle, une habitude prise très tôt car elle a été parentifiée par sa mère, dépressive. Pour elle, l'idéal serait de devenir une machine de guerre. Elle pense qu'elle ne mérite pas de vivre mieux. Au fil des séances, Fanny trouve un peu de douceur et de quiétude. Elle a exprimé dans une lettre sa colère à l'égard de son père, puis de sa mère, et renoue ses liens avec plusieurs membres de sa famille. Elle se sent moins seule, mais elle est terrifiée à l'idée d'être autre chose que ce qu'elle fait. Elle voudrait être exemplaire. Forte, impressionnante, solide, imposante, fiable, assurée, maîtrisant tout. Alors, ses dossiers sous le bras, elle rentre chez elle et travaille tard le soir, et tombe souvent malade. Pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas la femme vide qu'elle s'imagine, je lui ai proposé d'imaginer un bouquet de fleurs dont chacune est une de ses valeurs, après en avoir fait la liste par ordre d'importance. Ainsi, son bouquet se compose de camélias roses, l'accomplissement de soi, de roses rouges, l'amitié, de pivoine rose mauve, la famille, de fougères vertes, l'évolution intellectuelle, de tulipes jaunes, la loyauté, d'anémones, l'engagement, de marguerite, l'empathie, de violette, la créativité, de liseron, l'altruisme, de narcisse, la réussite, de rose blanche, l'amour, de lilas mauve, la persévérance, d'iris, la sincérité, et de bouton d'or, l'intensité. Quelle belle brassée! À la fin de cette recherche, Fanny a le sourire, un beau sourire qui signe le début d'une réconciliation avec elle-même, de réhabilitation à ses yeux de la personne qu'elle est. Elle peut commencer à parler d'elle comme de sa meilleure amie, car elle aime bien ses valeurs.
Nous ferons la même chose avec ses antivaleurs, puis avec ses compétences et ses capacités pour améliorer sa confiance en elle. Puis nous trouverons ensemble les moyens qu'elle peut mettre en œuvre, en plus de ceux qui existent déjà et dont elle n'a pas conscience, pour mieux satisfaire ses valeurs les plus importantes, maintenant qu'elle en connaît la hiérarchie. Et pour éviter le plus possible ce qu'elle ne veut pas, ses antivaleurs, l'ignorance, l'indifférence, la sottise, l'avarice, l'égoïsme, l'égocentrisme, l'ingratitude, la paresse, je ne doute pas que son travail thérapeutique sera de plus en plus agréable, tout comme cette rencontre avec elle-même. Compassion et bienveillance. Ce qui n'est pas du laxisme envers soi mène à une estime de soi de plus en plus solide. Elle s'appuie sur la connaissance de ses valeurs et antivaleurs, mais aussi de ses goûts, centres d'intérêt, qualités morales, intellectuelles, humaines, relationnelles. Sachant qu'une estime de soi de bonne aloi n'exclut ni les limites, défauts, ni les fragilités. Renoncer à la perfection aide à la consolider, car il s'agit d'êtres humains, non de robots ou de machines de guerre. L'énergie s'installe proportionnelle à la joie de se découvrir, de se connaître, de se comprendre, de mieux s'aimer. Connaître ses besoins et apprendre à les satisfaire. La clé de la réussite est de concentrer notre esprit sur les choses que nous désirons et non pas sur les choses que nous craignons. Brian Tracy. Prendre conscience de ses besoins, variables dans le temps et selon les contextes, et savoir comment pourvoir au plus important est indispensable à une bonne estime de soi. Les abandonnés confondent trop souvent ceux de l'enfant non satisfait qu'ils étaient et ceux de l'adulte qu'ils sont devenus, sur lequel ils font trop souvent l'impasse, ce qui explique la récurrence de leur frustration et insatisfaction. Les besoins selon Maslow. Le psychologue américain Abraham Maslow 1908-1970, a longtemps étudié les besoins nécessaires à la construction et au développement de l'estime de soi. Sa pyramide des besoins est très utilisée en thérapie. Au bas de cette pyramide se trouvent les besoins physiologiques. Faim, soif, respiration, sommeil et sexualité. Puis vient le besoin de sécurité. Un environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Suit le besoin d'appartenance et d'amour, l'affection des autres et le sentiment d'appartenir à un groupe, familial, social, religieux, politique, etc. Ensuite vient le besoin d'estime, confiance et respect de soi, par soi, reconnaissance et appréciation par les autres. Enfin, le besoin d'accomplissement de soi, le besoin de sécurité physique et psychologique est inhérent à une bonne estime de soi. S'il n'est pas suffisamment satisfait, la porte est grande ouverte aux peurs. Si le besoin d'appartenance et d'amour manque, l'enfant s'enfonce dans la tristesse et la dépendance affective. Il se sent seul, isolé, sans attache, ne faisant partie d'aucun groupe, abandonné. Ce sentiment augmente avec l'âge. C'est l'histoire du vilain petit canard qui, en réalité, était un signe magnifique. L'enfant ne peut devenir autonome, un processus, pour évoluer vers l'accomplissement de soi, le besoin le plus élevé, que si les précédents sont présents, bien ancrés, à l'exception des situations de crise. À ce stade, il apprend à s'affirmer. Il est sorti de la dépendance à ses parents, a conscience de sa valeur personnelle. L'adulte qu'il est devenu peut vivre dans une indépendance psycho-affective et émotionnelle, marque d'une estime de soi solide. En thérapie, les patients racontent leurs besoins inassouvis d'autrefois, les expriment avant de consoler l'enfant en eux et l'assurer qu'ils vont désormais lui apporter ce qui lui est utile et nécessaire aujourd'hui pour s'épanouir grâce au reparentage. Ils cessent de confondre leurs besoins du passé avec ceux du présent et découvrent avec bonheur le plaisir de pouvoir s'occuper d'eux, car ils se sentent plus autonomes. Grâce à cette connaissance, ils découvrent par eux-mêmes le sens qu'ils veulent donner à leur vie, et non dans des livres qui ne parlent que du sens que l'auteur veut donner à la sienne. Ils développent leur créativité et leur motivation pour vivre dans leur unicité. Florence notait le déroulement de toutes ces séances de thérapie dans son journal. Voici ce qu'elle écrit à ce sujet. Qualité que devrait posséder une bonne mère. Aimante, protectrice, à l'écoute des besoins de son enfant, compréhensive, patiente, câline, douce, affectueuse, conciliante, qui guide, transmet. C'est une femme féminine qui a du savoir-faire, de l'expérience, qui est une structure solide au cœur du foyer. Elle est drôle, fantaisiste, originale, attentionnée, généreuse, motivante, encourageante. Elle donne des permissions et très attentive.
toute qualité qu'elle possédait et qu'elle a su mettre en œuvre pour aider la petite Florence à s'épanouir, rassurée car se sentant protégée. Elle est sortie de la survie et de ses automatismes. S'ils étaient certes protecteurs, ils l'empêchaient de combler ses besoins profonds et de vivre pleinement sa vie de femme. Les efforts pour ne rien ressentir, pour oublier la souffrance, s'estompent et deviennent mémoire du passé. Une bonne estime de soi exclut la peur de l'autre et permet de sortir de la dépendance affective. Sortir de la dépendance affective. Pourquoi est-on dépendant ? Parce qu'on le croit. Albert Memmi. Construire et développer une bonne estime de soi est le préalable incontournable pour renoncer au désir-besoin de fusion, signe de l'immaturité affective, né de l'arrêt du développement psycho-affectif et émotionnel de l'abandonné, stoppé à l'âge de l'abandon ou des premières négligences. L'immaturité dans ce domaine relationnel est l'élément constitutif de la dépendance affective. L'objectif en thérapie est de cesser de se comporter comme un enfant avide d'affection, incapable de tenir debout seul car il n'a pas évolué dans le temps, quel que soit son âge. Alors, le regard bienveillant des autres ne servira plus de prothèse à l'estime de soi. Quitter le désir de fusion. Le désir de fusion qui se prolonge dans la vie adulte des abandonnés est ce besoin irrépressible de ne faire qu'un avec l'autre, dans la confusion entre soi et l'autre, alors phagocyté dans la terreur de devenir un être séparé. Joseph en est un exemple parfait quand il dit à Élisabeth, sidérée et choquée par ces mots, « Tu es en moi, tu fais partie de moi ». C'est en apprenant à se connaître dans sa singularité, chaque être humain est unique, à distinguer le « je » du « tu » qu'il est possible pour les abandonnés d'exister. Du latin « exister » qui signifie « se détacher » par eux-mêmes. Ils n'ont plus besoin du regard positif constant de l'autre sur eux et sortent de la dépendance affective. Or, ce n'est qu'en apprenant à être bien seul avec soi-même qu'on peut créer des liens de qualité avec les autres, pas des assemblages brinque-ballants, des relations avortées ou des déformations de véritables relations. Les abandonnés ont compris que se sacrifier à l'autre, masochisme, et ou s'imposer par ses exigences, sadisme, sont deux aspects qui résultent d'un même besoin et découlent de l'incapacité à tolérer l'isolement et la faiblesse de son propre moi, car l'individu sadique a tout autant besoin de son objet que l'individu masochisme. Sortir de la fusion et apprécier d'être seul ne veut pas dire s'isoler pour se protéger, c'est être en mesure de faire la distinction entre soi et l'autre. Être connecté signifie être en lien, avoir une relation. Si on n'est pas séparé, on ne peut pas se connecter. Le territoire psycho-affectif, mental, émotionnel et physique est la priorité de chaque individu qui a pour tâche d'en protéger l'intégrité. Nous ne devons pas être perméables aux intrusions des autres, ni être intrusifs dans leur vie, ce qui est le cas dans la dépendance affective pathologique. Imaginez qu'un inconnu entre chez vous sans y être convié, ou que vous entriez de force chez lui. Imaginez-vous dans votre salle de bain, affairé à votre toilette alors que quelqu'un vous regarde par la porte entr'ouverte. Élisabeth se plaignait d'être épiée par Joseph. L'intrusion est un flagrant manque de respect. Les abandonnés apprennent petit à petit à se donner à eux-mêmes ce qu'ils voulaient prendre aux autres, traversant illégalement leurs frontières et sans protéger les leurs, parce qu'ils ne s'aimaient pas. Apprendre à s'aimer. Pour s'aimer soi-même, il est indispensable de se comporter de manière à s'admirer soi-même. Irving Yalom. Apprendre à s'estimer, à s'aimer comme son meilleur ami, même si tout ne nous convient pas en lui ou elle, est l'objectif de la thérapie. Ce chemin rempli de prise de conscience. D'efforts aussi, car ce n'est pas toujours simple. Les abandonnés commencent à s'apprécier, un grand pas vers le verbe aimer, en apprenant à se connaître, en découvrant qu'ils ne sont pas vides et qu'ils méritent d'être aimés, sans pour autant devenir narcissiques au sens pathologique du terme. Ils se débarrassent du mauvais narcissisme et se considèrent avec bienveillance. S'aimer soi-même somme le glas de la dépendance affective. L'autre est aimé pour ce qu'il est, non pour ce qu'il apporte, sans désir de possessivité ou de contrôle, qui ne sont en aucun cas de l'amour. Personne n'appartient à personne, même pas les enfants à leurs parents. Peut-on espérer être aimé si l'on ne montre pas l'exemple en s'aimant soi-même ? Comment s'aimer si l'on ne sent pas responsable de soi, si l'on est comme une feuille au vent ? Nelson Mandela disait « L'expérience d'une vie réussie n'est pas à l'aune de la victoire, mais dans le sentiment et la conscience d'avoir été à la hauteur de ses responsabilités. »
Il n'aurait jamais pu mener tant de combats sans respect pour lui et ses valeurs si fortes de justice et d'égalité, avec des croyances qui l'ont poussé, malgré toutes les tempêtes, à mener à bien son grand projet. Le sens de la vie ? Il ne s'est pas torturé des années pour le trouver. Un pur altruisme l'a motivé jusqu'au bout, comme tant d'autres, Martin Luther King, Gandhi, Marie Curie, Alexandra David Neal, l'abbé Pierre, etc. Pourtant, ce qui peut effrayer dans la liberté, c'est que plus elle est grande et plus la responsabilité augmente. Nous abordons là l'angoisse existentielle de la liberté, en raison justement de la responsabilisation qu'elle implique. C'est pourtant cette liberté, responsabilité qui offre aux patients un sentiment de puissance personnelle, qui seul leur confère de l'impact pour construire leur vie. Malgré la peur, certes, mais avec le plaisir d'oser sortir de la zone de confort, pour vivre mieux, car celui qui n'ose pas se condamne à être dévoré par la crainte, leurs croyances limitantes sur eux, les autres, les liens, la vie, les ont trop longtemps empêchés de compter sur eux-mêmes. Ils n'imaginaient même pas être capables de créativité et rester sourds à leur intuition. Coupés d'une part importante de leur potentiel, de leurs ressources, ils se pensaient inaptes à se prendre en main, d'autant plus que le monde des adultes ne les attirait guère en raison de ce qu'il leur avait fait subir. Joseph. Au cours de sa thérapie, Joseph a décidé de cesser de manger debout dans sa cuisine. Il s'installe à table, normalement, et se cuisine des plats qu'il aime, variés avec des produits non périmés, frais. Il commence à se respecter, même s'il n'est pas encore son meilleur ami. Il prend davantage soin de lui, de son hygiène corporelle, demande à sa femme de ménage de venir plus souvent. Il va au cinéma, au spectacle, apprécie les dîners où l'on refait le monde en respectant les points de vue différents, sans couper la parole aux autres et sans leur donner, avec une certaine condescendance, de conseils ou de phrases à méditer. Ses discours ont changé. Ce ne sont plus les éternelles critiques sur la société, l'administration, les gens, les autres. Il admet qu'il a besoin d'amis et songe sérieusement à organiser son appartement pour recevoir, à commencer par ses enfants et petits-enfants. Il tempère ses achats promotionnels compulsifs et découvre le plaisir de faire des cadeaux. Acheter et choisi avec discernement, non pas des objets dont il veut se débarrasser. Il apprend à écouter vraiment, c'est-à-dire sans penser à ce qu'il a à dire sur le sujet. Il est sur la bonne voie. Douglas Kennedy écrivait qu'à partir du moment où l'on remet son bonheur entre les mains de qui que ce soit, on met en péril les chances même d'être heureux. Cette nouvelle conscience va éclore puis évoluer au fil de la thérapie. Les routes sont multiples qui permettent de s'épanouir et de grandir, à condition d'oser le vouloir, de décider et agir, en sachant dans quel sens aller ou mettre son énergie. Pour le philosophe Emmanuel Levinas, l'identité n'est pas une inoffensive relation avec soi, mais un enchaînement avec soi. Ce qui s'appelle l'intégrité, la cohérence personnelle, l'alignement sur soi et ses trois centres d'énergie, le mental, l'affectif et l'instinct. Devenir responsable de soi, c'est aussi s'engager à assumer les fonctions de bonne mère et de bon père à son égard. C'est l'époque des nombreux apprentissages pour rattraper le temps perdu. Un beau programme. Demander et non exiger. Donner sans attendre en retour systématique, dire non gentiment, mettre ses limites sans agressivité, les respecter et les faire respecter sans craindre le rejet, écouter ses besoins et satisfaire les plus importants, rester en contact avec ses émotions et les partager lorsque c'est nécessaire, accepter ses erreurs et reconnaître l'impact de ses attitudes et de ses mots sur les autres, ce qui équivaut à sortir des vieux schémas répétitifs, des projections qui consistent à attribuer aux autres ce qu'on refuse d'admettre en soi. C'est apprendre qu'on peut influencer le cours de sa vie, sa façon de communiquer et quitter ainsi cette sorte de renoncement au bonheur qu'on appelle en psychologie la résignation acquise. Tout en sachant que l'être humain est vulnérable et limité, qu'il n'est pas omnipotent et que la vie n'est pas exempte de difficultés, de problèmes, d'injustices et de souffrances. La thérapie représente pour les patients, qui ne sont plus désormais les abandonnés, une seconde naissance, heureuse, puisqu'elle met en évidence le meilleur d'eux-mêmes. Quant à leurs sentiments, ils ont la responsabilité de choisir ce qu'ils désirent en faire. Comme le désir représente une reconnaissance de la forme que nous voulons donner à l'avenir, ils ont tout loisir d'imaginer le futur qu'ils souhaitent pour eux. Une vie relationnelle apaisée. Le paradoxe de l'amour réside en ce que deux êtres deviennent un et cependant restent deux. Erich Fromm.
Une vie relationnelle de qualité s'appuie sur la curiosité de ce qu'est l'autre, l'envie de le découvrir pour mieux le comprendre et le respect de ce qu'il est, quel que soit le type de relation. Les patients l'ont appris lorsqu'il s'agissait d'eux-mêmes. Ils sauront désormais le faire avec les autres. Connaître l'autre, c'est savoir qu'on va trouver en lui une vulnérabilité, des failles, des aspects qui ne nous conviennent pas. Ces étonnements sont réciproques. À partir du moment où les différences et les travers sont compatibles, tout ira bien car une relation est une équipe dont les membres se soutiennent, échangent leurs idées, leurs goûts, partagent leurs centres d'intérêt, leurs émotions, des moments de vie, s'acceptent tels qu'ils sont. L'amour est la capacité et la volonté de laisser ceux pour qui on a de l'affection être ce qu'ils choisissent d'être, sans exiger que leur comportement vous donne satisfaction. Une belle définition qui s'applique à toutes les formes de relations dans la vie personnelle. Pour certains patients, c'est une initiation à l'indispensable savoir-être avec, pour créer et entretenir des liens nourrissants à la source de toute énergie vitale des êtres vivants. Il est aussi question de rester soi-même tout en permettant la même chose aux autres. Une relation est fondée sur l'authenticité et la confiance. Fini la terreur d'être encore abandonné. Le terme n'est plus approprié, même en cas de rupture, de séparation. Ce qui peut arriver, c'est ainsi. Une personne qui s'aime ne peut plus jamais être abandonnée. Elle quitte ou elle est quittée et peut le surmonter avec une maturité affective suffisante. Développer la conscience de soi. Personne n'imagine encore qu'on puisse jamais cloner la conscience de soi. Jacques Attali. Les patients restent très attentifs à ce qu'ils ressentent et à ce qu'ils font. Pendant quelques mois, je leur suggère de noter dans un carnet leurs émotions, leurs sensations, leurs pensées et leurs comportements dans des situations qui, autrefois, les auraient fait souffrir et revivre le sentiment d'abandon. Cette prescription de tâches, qui ne prend que peu de temps, permet de mettre en perspective les émotions du passé tout en évitant de les conjuguer au présent. Certaines habitudes sont installées depuis si longtemps qu'il faut passer par des prises de conscience pour éviter les répétitions. Il arrivera aux patients de ressentir encore de la peur, de dénier leurs émotions ou de retrouver des comportements d'autrefois, surtout en situation de stress. C'est normal. Mais ce travail sur la conscience de soi les aide à très vite barrer la route aux anciens schémas pouvant nuire à l'estime de soi, donc aux relations. C'est en restant attentifs au processus action-réaction-souffrance du passé que les patients comprennent leur fragilité. Ils sont encore en convalescence et les vieux démons rôdent encore parfois. Sortir de l'isolement. Le présent, c'est la vie et la vie n'est pas dans l'isolement. George Sand. Après avoir enduré une telle enfance ou après de douloureuses ruptures et séparations, les patients qui cherchent à nouer des liens ne s'y prennent pas toujours de la bonne façon. Ils n'ont pas toujours bénéficié de bons modèles relationnels dans leur enfance, où il arrive que la peur de revivre ces souffrances soit encore trop grande. Chat échaudé craint l'eau froide, dit-on. Ils ne se sentent alors pas assez en confiance pour aller vers les autres, qui perçoivent leur réticence. Cette ambivalence a longtemps parasité leur vie relationnelle. Le thérapeute est là pour expliquer aux patients que l'isolement n'a fait qu'accentuer leur solitude, qui les effrayait tant. Leur environnement social et humain leur semblait étranger, incompréhensible. La solution mise en place pour se protéger ne faisait qu'accroître la souffrance, un comportement passif par méconnaissance de leur véritable problématique. Les praticiens de l'analyse systémique, issus des travaux de l'école de Palo Alto, appellent ça faire plus de la même chose qui ne marche pas. C'est la solution qui entretient le problème. Or, on sait aujourd'hui qu'en l'absence d'interaction sociale, une situation bénéfique peut exercer une influence potentiellement délétère sur le cerveau. Ce qui signifie que de nouvelles synapses, liaisons entre les neurones qui se font tout au long de la vie, ne peuvent plus se créer. L'homme est un animal social, disait Aristote. Les gens ont besoin des autres, ne serait-ce que pour leur bonne santé mentale, émotionnelle et psycho-affective, pour vivre mieux et plus longtemps. Découvrir cette évidence, prouvée par la neurobiologie, est un moment clé dans le processus thérapeutique. Le patient décide de faire entrer de la vie dans son univers. Il commence par entrouvrir sa porte, puis l'ouvre en grand et se décide à faire partie du monde. C'est un apprentissage à effectuer en étant rassuré, tout en sachant qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et réciproquement. L'essentiel est de savoir nouer des relations, certaines superficielles, d'autres plus intimes et profondes. Les patients peuvent se socialiser sans masque, tisser des liens solides fondés sur ce qu'ils sont vraiment, non pour leur talent d'acteur. La façon la plus efficace pour sortir de l'isolement est d'arrêter d'avoir peur de la solitude. Ce qui paraît paradoxal, mais en réalité ne l'est pas. Il n'existe que 2 remèdes à l'angoisse existentielle de la solitude.
Savoir créer des relations riches de nourriture affective, la qualité valant mieux que la quantité, et accepter que cette solitude fasse aussi partie de la vie, compensée par ses liens. J'ajoute qu'il est même possible de l'aimer, de la rechercher pour se retrouver avec soi-même. Nous sommes loin de l'autophobie. Sachons aussi que les relations ont besoin d'être entretenues par tous les protagonistes, chacun à sa façon. Pour le plaisir, qui doit être considéré comme un besoin fondamental de l'animal et de l'homme, disait Charles Darwin. Découvrir l'amour-croissance. L'estime de soi se construit comme un édifice à 3 dimensions, moi, les autres, et la manière dont je me comporte avec eux quand il s'agit de me réaliser personnellement. Emmanuel Rigon. L'expression d'Irving Yalom, l'amour-croissance, parle d'elle-même. Cet attachement-là est celui de la maturité affective. C'est un sentiment désintéressé, altruiste, qui laisse les autres vivre leur vie sans intervenir. Empathique. C'est un sentiment partagé dans le désir d'un soutien mutuel d'évolution, d'accomplissement de chacun, dans l'acceptation de l'autre grâce à l'écoute authentique dénuée de présuppositions. Dans la joie, plus il est fort, plus la certitude d'être digne d'amour augmente. C'est une spirale positive. Apprendre les principes de la communication non violente, fondée sur l'attention à ce que ressent quelqu'un en profondeur, en dépit parfois de ce qui est exprimé ou des comportements masquant la véritable émotion, est une excellente façon d'améliorer sa relation aux autres. Les critères d'une relation d'amour-croissance. Rester soi-même et le permettre à l'autre. Se montrer curieux de l'autre. Oser se dire, partager ses émotions, ses pensées, ses besoins et désirs, même ses doutes, et accepter la réciproque. C'est une communication riche, fondée sur une intelligence relationnelle dont les bases sont la bienveillance et l'empathie, en se souvenant que chacun, de son point de vue, a raison. Les combats pour gagner sont stériles et nuisent à la relation. Partager des intérêts communs, des valeurs semblables, un minimum est nécessaire. Avoir envie d'entretenir les relations par des attentions, des marques d'affection. Une disponibilité à l'autre tout en respectant ses propres besoins de disponibilité à soi-même, au repos ou à ses activités, seul ou avec d'autres. Favoriser l'épanouissement de l'autre, respecter ce qu'il est, ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il ressent. Pratiquer la communication non violente, avoir envie d'aimer et d'être aimé, loin du besoin de prendre de l'amour pour combler sa solitude. Accepter d'être aimé, savoir recevoir les marques d'amour avec plaisir. Elles ne sont surtout pas indues. Être dans le dévouement, non un sacrifice, réciproque et pratiquer la véritable générosité. Formuler des demandes et accepter que certaines ne soient pas satisfaites. Accepter les différences et les désaccords. Apprendre à en parler sans juger et sans peur, sans vouloir changer l'autre. Avoir envie de prendre soin de soi et de l'autre. S'accorder du temps pour soi, en accorder à l'autre. Accepter et aimer les changements de l'autre au fil du temps. Se sentir heureux d'aimer et d'être aimé. Élisabeth et Joseph en thérapie de couple. Le thérapeute ne sait pas à l'avance sur quoi va déboucher la thérapie d'un couple venu le consulter. Elle peut avoir 2 objectifs, soit parvenir à se quitter en bons termes, soit apprendre à restaurer puis consolider la relation. Élisabeth et Joseph voulaient savoir si leur couple avait une chance de repartir sur de meilleures bases. Durant plusieurs séances, les échanges furent parfois pénibles, tant de colère avait été accumulée de part et d'autre. Puis ils décidèrent d'un commun accord de poursuivre leur thérapie, chacun de leur côté, afin de sortir de leur dépendance affective et d'apprendre à mieux s'aimer eux-mêmes. Joseph surtout, qui avait fini par comprendre qu'il s'accrochait à Élisabeth, mais en fuyant toute intimité, même sexuelle. Il en avait bien trop peur. Il décide aussi de soigner son avarice dans tous les domaines. Deuil de l'illusion d'une relation parfaite. Pas d'existence sans épreuve, pas d'affection sans abandon, pas de lien sans déchirure, pas de société sans solitude. Boris Cyrulnik. Lorsqu'ils n'en ont pas fait le deuil, les abandonnés ressentent trop souvent la nostalgie d'une relation idéale qu'ils n'ont pas vécue dans l'enfance, qui n'a jamais existé. Ils projettent ainsi naïvement toutes leurs attentes sur leurs amis et partenaires en amour. Plus l'idéalisation est forte, moins on est capable d'aimer, car la réalité n'a plus sa place.
En amitié comme en amour, les vieilles blessures d'enfance ou des déceptions dans la vie adulte vont être rejouées en souffrant et en faisant souffrir, car personne ne sera à la hauteur de leur idéal, jamais. Les passions apprennent, et ce n'est pas simple, qu'un rêve d'amour ou d'amitié n'est pas l'amour ni l'amitié, car ce ne sont plus alors les personnes qui comptent, mais ceux dont les passions les chargent trop lourd à porter. Les aspirations à l'idéal sont illusoires, c'est pourquoi il est préférable d'y renoncer. Les attentes à oublier sous peine d'être rejetées. Dans une relation amicale ou amoureuse, quelques attentes sont excessives. L'autre doit être exactement comme je le désire dans tous les domaines toujours. Je dois être sa principale préoccupation. L'autre est là pour me donner une bonne image de moi. L'autre doit deviner ce qui est bon pour moi. L'autre doit s'adapter à moi, à mes attentes. L'autre est là pour me faire grandir. Si la relation est bonne, je ne dois pas faire d'efforts pour qu'elle le reste. Ces attentes complètement illusoires sont à abandonner au plus vite. Il faut donc renoncer au rêve infantile du bonheur total tout le temps, avec une personne parfaite afin de pouvoir se dire mutuellement « Je veux pour pouvoir t'aimer sans m'agripper, t'apprécier sans te juger, te rejoindre sans t'envahir, t'inviter sans insistance, te laisser sans culpabilité, te critiquer sans te blâmer, t'aider sans te diminuer. Si tu veux m'accorder la même chose, alors nous pourrons vraiment nous rencontrer et nous grandir l'un et l'autre. » Une belle déclaration d'amour croissance entre adultes qui s'aiment et se font confiance. Des approches thérapeutiques aidantes. Il meurt lentement celui qui ne se fait jamais aider, celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux, celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves. Pablo Neruda. En plus de l'écoute bienveillante du thérapeute, de ses suggestions, analyses et commentaires, et des protocoles utilisés, j'en ai décrit quelques-uns parmi tant d'autres, différentes approches thérapeutiques sont particulièrement aidantes pour sortir des blessures d'abandon, comme la programmation neurolinguistique, PNL, pour guérir les traumatismes et modifier les croyances limitantes sur soi, les autres, les relations, la vie. L'hypnose ericksonienne, en particulier pour faire grandir l'estime de soi, sortir de la dépendance affective et arrêter la spirale négative des émotions et des comportements répétitifs. L'auto-hypnose, pour mettre fin aux pensées obsessionnelles. La méditation pleine conscience. La méthode TIPI, technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes. L'hypnose et la méditation pleine conscience modifient les états de conscience. Elles ont un véritable effet biologique dont l'action est retracée du cerveau à l'ADN. Elles permettent une meilleure régulation des émotions. La méditation pleine conscience. Le mot méditer vient du latin meditar, donner des soins. Le nom scientifique de la méditation pleine conscience aux États-Unis est Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Cette forme de méditation est très efficace pour apaiser les émotions et retrouver un équilibre intérieur. Elle est aujourd'hui enseignée à l'université Paris-Ouest et pratiquée dans des unités psychiatriques des hôpitaux comme Sainte-Anne à Paris. Il suffit de prendre le temps dans un environnement calme pour se concentrer sur le moment présent afin de devenir l'observateur de sa respiration, de ses pensées, sensations et émotions sans s'arrêter sur aucune en particulier. En acceptant tout ce qui survient sans jugement ni commentaire, ni désir de contrôle de maîtrise. La personne reste observatrice et une stabilité émotionnelle s'installe progressivement. Être présent à soi est une belle expérience grâce à laquelle les patients découvrent leur richesse intérieure. Cette méditation peut se faire assis ou allongé, en se promenant avant l'endormissement, etc. Elle permet de sortir des pensées compulsives, des ruminations négatives obsédantes entretenant les émotions pénibles et empêchant de trouver un calme intérieur. Quand vous observez une pensée, vous êtes non seulement conscient de celle-ci, mais aussi de vous-même, témoin de la pensée. À ce moment-là, une nouvelle dimension entre en jeu. Vous sentez, pour ainsi dire, une présence, votre moi profond, derrière elle ou sous elle. Elle perd alors son pouvoir sur vous et bat rapidement en retraite du fait que, en ne vous identifiant plus à elle, vous n'alimentez plus le mental. C'est le début de la fin de la pensée involontaire et compulsive. Les patients ressentent une joie délicate émanée du plus profond d'eux, celle de l'être. C'est une pratique qui s'appuie sur l'acceptation de ce qui se passe en soi, à l'opposé du déni et des tentatives, habituelles dans notre société, de contrôle des émotions et des pensées.
Elle augmente la flexibilité comportementale. Elle apporte ainsi au sujet un nombre accru de stratégies de réponse émotionnelle adaptées. Une fois apprise chez le thérapeute, cette pratique est poursuivie une ou plusieurs fois par jour pour en éprouver l'efficacité en profondeur. C'est une méthode douce pour traiter les peurs et les colères. Quant à la méthode Tipeee, elle a été créée par Luc Nicon, qui s'est attaché au traitement des émotions. Elle s'applique à la gestion des émotions indésirables récurrentes, ce que notre cerveau sait très bien faire si nous acceptons de prendre du temps, quelques minutes suffisent, pour observer toutes les sensations corporelles. Les sensations ne sont pas les émotions qu'elles provoquent sans chercher à les surmonter, ni à les repousser ou les contrôler. Elles se transforment et finissent par s'estomper. Des thérapeutes formés à cette approche l'enseignent à leurs patients pour qu'ils se l'appliquent à eux-mêmes. Ce voyage dans la blessure d'abandon connaît une issue heureuse. La thérapie a permis cette traversée mouvementée pour atteindre enfin les rives de la paix avec son père. Conclusion. Être en paix avec son histoire. Ma définition du bonheur, c'est jouir du moment présent parce qu'on donne sens ainsi à ce qui nous arrive. Boris Cyrulnik. Voici venu le moment de se quitter. Ce n'est pas un abandon. Au cours de votre lecture, il est possible que vous ayez pris conscience qu'en tant qu'adulte, vous étiez concerné par des blessures lointaines ou plus récentes. Vous aurez sans doute éprouvé de la compassion pour toutes les personnes qui se sont exprimées. Je veux ici saluer leur courage et leur détermination sur la voie de leur libération, grâce à des retrouvailles heureuses avec elles-mêmes. Elles ont récupéré leur énergie et détiennent aujourd'hui un savoir essentiel. Elles savent pourquoi elles ont erré dans leur vie depuis si longtemps. Leurs blessures d'abandon pensées, soignées et cicatrisées, les patients sont apaisés, réconciliés avec eux-mêmes. Ils peuvent désormais donner un sens à leur vie dans leur vérité. Car on ne peut comprendre sa vie qu'en regardant en arrière, on ne peut la vivre qu'en regardant en avant. Ils ont découvert qu'avoir été capable de surmonter tant de souffrances leur donne une grande force. Ils sont en paix. Anna. J'avais apparemment de très bonnes antennes pour être séduite par des hommes qui me faisaient souffrir, qui me traitaient mal et finalement me quittaient, car je finissais par leur faire sans cesse des reproches justifiés qui les exaspéraient, quand je ne passais pas mon temps à pleurer. Maintenant, je comprends pourquoi, et l'on ne m'y prendra plus. Comme je sais les détecter, je vais les fuir et m'intéresser à des hommes gentils qui vont me respecter et m'aimer comme je suis. J'aime bien votre formule, ni hérisson, ni paillasson. Florence. Retrouvons les derniers mots de son journal. Je me sens vraiment plus légère. Le nœud de la colère contre moi est enfin totalement libéré. Comme si, enfin, j'allais cesser de m'écorcher, comme si plus rien ne pouvait faire aussi mal. J'étais ma meilleure ennemie et la hache de guerre est enterrée. Je me réconcilie avec moi-même. La vie des patients est devenue une source de joie, petites et grandes, de bonheur parfois, sans craindre l'intimité ni l'engagement de leur vie relationnelle. Ils ne s'en sentent plus coupables de ne pas vivre la vie qu'ils ont en eux, ils s'y adonnent avec plaisir, dont ils se sentent maintenant responsables, car il est demandé à l'homme de faire de lui-même ce qu'il est censé devenir, c'est-à-dire de remplir sa destinée. Grâce à leur thérapie, ceux qui ont des enfants et qui ont l'intention d'en avoir leur ont fait le plus beau des cadeaux. Ils peuvent être des parents disponibles et sécurisants, aimants. Ils savent comprendre leurs besoins physiques, psychiques, émotionnels, leur donner confiance en eux, leur construire un beau socle narcissique afin qu'ils s'épanouissent, s'aiment, ce qu'ils sont, ce qu'ils font et sachent s'ouvrir aux autres. Vous aimez-vous? Connaissez-vous vos besoins et savez-vous satisfaire facilement le plus important? Connaissez-vous vos valeurs et savez-vous satisfaire facilement les plus importantes? Appréciez-vous vos moments de solitude? Acceptez-vous de n'être pas parfait? Acceptez-vous de changer certaines de vos habitudes? Allez-vous facilement au-devant des autres et les écoutez-vous? Êtes-vous conscient de votre capacité et compétences? Savez-vous que vous êtes quelqu'un d'unique? Acceptez-vous de déplaire? Savez-vous vous affirmer dans une discussion sans agressivité? Êtes-vous capable d'empathie? Êtes-vous à l'aise dans des relations intimes? Prenez-vous soin de votre corps? Hygiène, santé et soins. Prenez-vous soin de votre lieu d'habitation? Savez-vous apprécier et partager la sensualité? Avez-vous des projets et mettez-vous de l'énergie pour les réaliser? Savez-vous comment vous ressourcer en énergie? Savez-vous exprimer vos émotions? Savez-vous mettre vos limites et les faire respecter, tout en respectant celles des autres? Prenez-vous soin de vous sur le plan psychologique? Êtes-vous bienveillant, sans laxisme, avec vous-même?
Je vous remercie de votre confiance, vous qui avez participé à la rédaction de ce livre, de votre confiance et je vous souhaite de jouir pleinement de votre vie en tant qu'enfant, ami, compagne ou compagnon, parents, grands-parents. Je vous souhaite d'apprécier les fertiles moments de solitude. Je vous félicite car vous avez acquis sagesse et lucidité, un cœur plus léger. Et quand la vie vous sera parfois moins douce, souvenez-vous que vous êtes en mesure de vous aider. Vivez au plus près de ce que vous êtes, car la plénitude, car la paix est un état d'unité avec l'être.